et avoir un contact avec le sacré par rapport aux raisons pour lesquelles ils fument. Ils vont se trouver ridicules de fumer dans cette expérience-là, très courte et très rarifiée et très précieuse. Et puis ça va changer complètement leur mindset. Donc aujourd'hui, je suis avec Jean-Christophe Raymond, un pharmacien propriétaire. Bonjour Jean-Christophe, comment ça va? Salut Brigitte, ça va bien, merci, toi? Oui. Je voudrais que tu expliques un peu ton parcours. Donc, tu as gradué comme pharmacien en 2015, puis tu es devenu propriétaire en 2019. Exact. Donc, moi, j'avais fait un bac en neuropharmacologie à McGill avant. J'étais très, très passionné par toutes les sciences du cerveau et de l'esprit, que je pensais à aller faire du développement de médicaments pour améliorer la mémoire. Je savais ce que c'était le domaine de la pharmacie communautaire et le contact avec les patients allait trop me manquer si j'allais en recherche. Je me retrouve beaucoup plus sur mon X comme pharmacien propriétaire maintenant. Qu'est-ce que ton premier diplôme universitaire t'a apporté comme saveur en tant que pratique? J'ai toujours été l'expert en santé mentale dans mon équipe de pharmacie, donc par comment on combine les agents ensemble. J'ai une excellente compréhension en profondeur de la pharmacologie de ces agents-là. Ça me permet d'aller plus loin dans ma clinique, je pense. Tu as fait partie aussi d'un programme de recherche pour justement accompagner des patients qui ont des problèmes de santé mentale. Tu peux-tu en parler un petit peu? On sait bien que depuis des années, il existe des cliniques aux États-Unis de kétamine intraveineuse qui est utilisée pour traiter le stress post-traumatique, mais surtout la dépression réfractaire au traitement. Donc, on sait qu'il y a environ 30% des gens qui souffrent de dépression, qui vont n'obtenir aucun soulagement. La compagnie Janssen a eu l'initiative de créer un spray nasal de kétamine. Donc, dans ma pharmacie, on a créé une clinique d'administration de kétamine intranasale. Ça fait partie des thérapies avec les nouvelles approches, comme avec la psilocybine, en stimulant le cerveau humain par des approches différentes. Mon projet de fin de bac à McGill, il fallait qu'on prenne une molécule déjà existante, qu'on lui redonne une nouvelle indication, puis qu'on l'appuie avec des faits scientifiques. On est activement encore en phase 3 d'études cliniques pour la méthylène dioxyméthamphétamine pour traiter le trouble de stress post-traumatique. Ça fonctionne extrêmement bien chez les vétérans, chez les policiers qui ont vécu des situations extrêmement traumatisantes. On s'attend à ce que ça soit commercialisé avant 2030, en combinaison avec de la psychothérapie pour aider à passer à travers du stress post-traumatique. Je vais essayer de t'amener ailleurs un petit peu. Comment tu perçois l'incorporation de la méditation pour ces gens-là dans leurs habitudes de vie? Si je parle de méditation qui est plus dans mon champ d'expertise spécifique, les bouddhistes l'ont découvert il y a des milliers d'années, là, c'est pas nouveau, là, c'est que la base de toute la souffrance, c'est dans notre ego. C'est la pratique elle-même qui est l'objectif. Mais ça a comme intention de se débarrasser de son ego. La santé mentale, en réalité, c'est des prédispositions à vivre certains types de souffrances puis à avoir certains dérèglements au niveau de notre pensée. On ajoute une pratique de méditation. Ça permet aux gens de se libérer de leur souffrance. Puis quand on réussit à se détacher des choses en méditant, ben on se détache nécessairement de notre souffrance, puis la souffrance, on la laisse aller, elle disparaît. Donc, on lâche prise sur notre souffrance. Est-ce qu'on pourrait dire aussi que le fait de cultiver une relation saine et positive avec son environnement, ça peut aussi générer une optimisation de la santé mentale? Le nouveau concept en santé mentale, la nouvelle façon de réfléchir, les soins en santé mentale, c'est complètement différent du reste du système de santé parce que, évidemment, la santé physique et la santé mentale, c'est relié. Mais ça devrait être deux mondes distincts, à mon avis. Puis ça représente mon opinion personnelle, puis pas l'opinion de personne d'autre. Puis je suis pas payé pour dire quoi que ce soit aujourd'hui. Puis je suis impliqué dans aucun projet activement par rapport à ça, parce que je peux vraiment me permettre de me gâter en ce moment là, sur qu'est-ce que je me permets de dire. Ce qu'on réussit à générer comme énergie avec notre esprit, l'approche axée sur le rétablissement, c'est effectivement basé là-dessus. Il y a 4 piliers du rétablissement, et dont il y a l'autonomisation du patient et il y a créer de l'espoir. De faire réaliser au patient qu'il est le maître de son traitement et que c'est sa propre santé à lui et que c'est pas la santé des autres. Donc, reprendre le pouvoir d'agir dans sa santé mentale, c'est fondamental pour être sur le chemin du rétablissement. Le rétablissement, c'est un processus qui dure toute une vie. Donc, on peut pas dire une rémission parce qu'on va toujours conserver notre problème de santé mentale, mis à part si c'est des situations temporaires. Mais chez la plupart des gens qui souffrent de santé mentale, c'est des problèmes qui sont chroniques, dans lesquels, l'autonomisation et l'espoir d'aller mieux deviennent extrêmement, extrêmement importants à ce moment-là. Non, mais ça, c'est fondamental. Dans tes 4 piliers de rétablissement, comme tu les exprimes,
c'est aussi d'amener le patient à avoir un rituel de sacré dans son quotidien. Ça donne une impulsion de positif et d'intention. C'est comme de manifester la gloire en soi. Ce qui fait souvent en sorte que les thérapies psychédéliques pour les patients, c'est aussi puissant comme intervention. Puis là, on parle de puissance scientifique, là. On parle dans des essais cliniques de phase 2, des patients contrôlés par placebo, donc un groupe témoin puis un groupe psilocybine, chez qui on essaye de faire cesser de fumer. On va avoir 87% de réussite dans le groupe psilocybine parce que les gens vont avoir des expériences mystiques et avoir un contact avec le sacré par rapport aux raisons pour lesquelles ils fument. Et ils vont se trouver ridicules de fumer dans cette expérience-là, très courte et très rarifiée et très précieuse. Et puis ça va changer complètement leur mindset. 87% d'entre eux, après un an, vont demeurer abstinents à la cigarette, alors qu'on sait que c'est 10-15% des gens quand c'est un placebo. Jean-Christophe, c'était vraiment un grand plaisir. Puis encore une fois, on va se reprendre, c'est certain. Excellent.